Rentable, fiable, innovant, 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 innovant. Ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Dans vos poches. Bonjour et bienvenue au tome 6 de Dans vos poches. C'est Francis Gosselin à l'animation. Comme toujours, je voulais vous parler un petit peu d'un texte que j'ai écrit dans le journal, aider les parents à aider leurs enfants. Est-ce que on pourrait en faire davantage pour permettre aux parents, souvent aux boomers ou de plus en plus aux X, parce que les enfants ne sont plus ce qu'ils étaient, à transférer une partie de leurs avoirs pour constituer la mise de fonds ou aider à l'acquisition d'une première propriété. On sait que depuis quelques années, là, depuis 5 ans, en fait, la valeur des propriétés a beaucoup augmenté. Si on regarde sur une période de 10 ans, elle a pratiquement doublé. Quand on compare là, le ratio, le prix moyen des propriétés au salaire, là, on n'est pas du tout au même endroit où on était dans les années 80 ou 90. Ce qui fait que même si on arrivait à régler la question de l'offre, on est quand même dans une situation, là, même à prix constant, où c'est très difficile d'acheter une propriété. Donc, aider les parents. Évidemment, aider les parents, ça peut prendre plusieurs formes. Une idée qui a été beaucoup discutée, là, et que je reprends à mon compte, c'est de permettre aux parents qui ont un REER d'utiliser quelque chose qui ressemblerait au régime d'accès à la propriété, au fameux RAP, et donc de wrapper une partie de leurs avoirs en REER pour le prêter à leurs enfants, évidemment avec la condition qu'ils le remettent. Certains font valoir qu'on pourrait aussi mettre de l'argent dans un CELIAP, mais c'est pas tout à fait la même chose parce que souvent quand on est parent, on gagne un petit peu plus. Donc on est à un taux marginal d'imposition plus élevé. Donc, ce serait plus avantageux d'utiliser un taux marginal élevé, celui des parents, qu'un taux marginal faible, celui des enfants. Mais effectivement, c'est une possibilité. Une autre chose là, que j'ai explorée, c'est la possibilité de réduire ou de décaler dans le temps certains frais. Par exemple, il pourrait y avoir des frais de notaire qui pourraient être abaissés, d'autres frais et taxes, notamment sur la disposition, par exemple, d'un chalet. Certains jeunes aujourd'hui ne rechignent pas d'aller habiter loin de la ville. Et donc, si on est jeune et qu'on veut aller habiter, je sais pas moi, dans le nord ou à quelque part dans Estrie, ça donne à être la maison secondaire des parents, aujourd'hui, si on fait disposition de ce bien-là, il va falloir payer un impôt là, sur le gain en capital. Est-ce qu'on pourrait pas décaler ça dans le temps jusqu'à la disposition, entre guillemets, finale là, par la famille? Évidemment, ça risque de ne jamais sortir de la famille dans ces circonstances-là, malheureusement. Donc, ça serait se priver de certains revenus. Sinon, en rafale, là, quelques actualités qui ont attiré mon attention cette semaine. Les gens gardent leur téléphone plus longtemps que jamais, peut-être signe des temps. On en parlait, Pierre-Olivier Zappa et moi. On a tous deux changé de téléphone cette année. Bonjour, Pierre-Olivier. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai opté pour le 17. Moi, je change dans un cycle de 2 ans. De 2 ans. C'est intéressant. Justement, je me suis un peu penché là-dessus. C'est une étude qui a été publiée par le USA Today là, pour le marché américain, mais ça ressemble sensiblement au marché canadien. On dit que le iPhone standard là, aux États-Unis, c'est le iPhone 13. C'est celui que les gens ont le plus. Donc, un téléphone de 4 ans. Alors que moi, je pensais que quasiment tout le monde, entre guillemets, changeait, peut-être pas chaque année, mais comme toi, là, aux 2 ans, et non. La moyenne, c'est iPhone 13, donc ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont un téléphone de 5, de 6, de 7, de 8 ans. À un moment donné, l'enjeu, c'est que ça devient dysfonctionnel. Et chez Apple, on parle souvent du super cycle à tous les 4 ans à peu près. Et je pense que c'est peut-être un peu pourquoi, avec l'iPhone 17, on s'attend à un super cycle. On s'attend à avoir des ventes records parce qu'on s'attend à ce que, justement, ceux qui avaient un 13 passent probablement au 17. En tout cas, ça, pour l'étude montre en fait là, que les gens changent non pas parce qu'ils veulent avoir la dernière bidule ou la caméra super mégapixel patente, mais bien parce que la batterie ou la rapidité là, de certaines fonctionnalités de base, là, courriel, médias sociaux, est insuffisante et donc ils veulent simplement, là, ils doivent en fait, ils changent un peu par obligation. Je trouvais ça intéressant. Et tu sais, il y a un paquet de monde autour de moi qui attendent que je change de téléphone, Francis, parce que là, je donne mon ancien à mon père et je prends celui de mon père puis je le donne à mon réalisateur, Robert, le réalisateur du TVA 22 heures. On a un système similaire, toi et moi. Moi, je change chaque année. Là. Je fais un peu de chronique technologique. À l'occasion, j'aime ça avoir un appareil récent pour en parler en connaissance de cause. D'ailleurs, j'ai pris un Air là, pour changer justement un peu le mal de place. Et moi, je cède le mien à madame qui le vend et on vend le sien sur Marketplace. Et il y a une bonne valeur de revente. Et j'ai des abonnés, évidemment. Là, Francis, as-tu un téléphone bientôt là, quand vient l'automne? Rapidement,
finalement, là, François-Philippe Champagne promet de régler la question des chauffeurs Inc. Ça m'intéresse énormément. J'en ai parlé avec un camionneur. Ceci dit, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille quand j'ai entendu le ministre des Finances énoncer ça. Et ça fait 15 ans, là, grosso modo, qu'on laisse aller là, un peu ce syndrome-là. Et ce que me disait ce chauffeur, là, que je salue, là, un bon informateur là, du domaine, il me disait franchement, c'est un peu gênant. C'est une passe-passe fiscale totalement injustifiable. C'est une concurrence déloyale pour les, entre guillemets, véritables chauffeurs. Et la seule raison pour laquelle le politique se mêle de ça, c'est parce qu'il y a eu des morts. Puis c'est pas par pitié ou par grandeur d'âme fiscale qu'on le règle, c'est vraiment parce qu'il y a des accidents. Puis je sais pas une mauvaise raison, mais juste il aurait fallu aussi régler l'injustice que vivent les chauffeurs là, de carrière ici au pays. En quelques mots, là, l'âge de la retraite au Canada a augmenté de 7 ans depuis 1998. Ça m'a quand même fait une petite, je sais pas, un petit pli. Là. En 98, les gens prenaient leur retraite à 58 ans dans ce pays. Aujourd'hui, c'est si tu travailles chez Hydro-Québec. Ou dans la police. Il y a quelques métiers qui peuvent encore se permettre, mais la plupart d'entre nous, en moyenne, prenons notre retraite aujourd'hui à 65 ans, ce qui est un peu l'âge normal, j'aurais envie de dire, mais j'avais l'impression que ça avait toujours été comme ça. Ben non, en fait, quand j'étais jeune, là, les adultes à l'époque prenaient leur retraite avant 60 ans. Et finalement, une drôle d'affaire, là, j'espère qu'il va se résoudre là, dans les prochaines semaines, mais Hydro-Québec, donc, qui encourage les consommateurs à être responsables, à varier leur consommation dans le temps. Je suis très adepte moi-même de ces systèmes-là, mais je le fais un peu à la mitaine avec toutes sortes d'applications. Je baisse là, pendant les pointes. Il y a un système qui s'appelle HILO, que vous connaissez certainement, H-I-L-O, qui est un peu une norme. Là. Dans le fond, on fait des défis et tout ça. Et Hydro-Québec, monopole public, a consenti un monopole à une entreprise privée, Briton Électrique, pour installer ces appareils-là dans les maisons. Évidemment, c'est une entreprise montréalaise, donc si vous êtes à Rimouski ou à Gatineau, ben, ils ont le monopole de donner en sous-traitance à des électriciens qu'on soupçonne qu'ils aiment bien ou je ne sais pas trop quoi. Et évidemment, ils prennent une cote, comme on dit en bon français, dans le processus. C'est une drôle de manière de faire. Hydro-Québec invoque que lorsqu'ils ont lancé le programme, il y avait peu de demandes, quelques milliers, mais c'est quand même probablement des dizaines ou des centaines de milliers de dollars de revenus. Et puis ça fait quand même depuis 2019 que le programme existe. Ben là, aujourd'hui, c'est des dizaines de milliers de demandes par année. Et donc, là, plusieurs réclament la fin de ce monopole. Hydro-Québec dit qu'ils vont remettre ça en appel d'offres prochainement. Est-ce que tu as ça, HILO? J'ai pas HILO. Moi, j'ai juste comme plein d'applications bizarres, un peu de Nest, un peu de... Puis tu sais, j'ai mon chalet, ma maison, puis je te dis, j'ai comme 8 applications là, électriques. Donc, ce n'est pas simple. Madame, que je salue, si elle nous écoute, là, me reproche un petit peu ma gestion très agressive là, de la pointe hivernale. Mais j'aime ça que ça tombe à zéro. Moi, si je pouvais fermer le breaker de la maison, là, 200 ampères, je le ferais. Mais on me pose quand même des petites limites. Mais par exemple, au chalet, je chauffe au bois en partie. Donc, je pars le feu. Mais là, la corde de bois est rendue, 120, 130 $, facilement. Moi, j'ai un oncle qui coupe du bois, mais il me charge, là, tu sais. Ça coûte du gaz puis de l'huile à chainsaw, mais il me charge 100 $ la corde. C'est excellent, parce que le prix des fendeuses, en plus, là, une bonne fendeuse Honda, tout ça... Préparez-vous à payer. D'ailleurs, je découvre à chaque semaine un petit peu plus tes talents là, de maître de chantier, Pierre-Olivier Zappa. Pierre-Olivier, salut! Merci d'être là. Tu as écrit un texte là, très intéressant. Oui. Le Québec crie à la pénurie de main-d'œuvre, au manque de main-d'œuvre, puis en même temps, il y a des milliers de nouveaux arrivants qui peinent à décrocher un emploi à la hauteur de leurs compétences. Il y a un peu un paradoxe là-dedans, une sorte de gâchis aussi, là, on va se le dire, entre des gens qu'on fait venir d'un peu partout sur la planète avec des diplômes, des compétences qu'on fait travailler souvent au bas de l'échelle. Comment tu te positionnes face à ça? Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on me parle du thème de l'immigration à l'heure actuelle sous toutes ses coutures. Et puis, je suis particulièrement interpellé par de nouveaux arrivants, des gens qui sont là depuis 1 an, depuis 3 ans ou depuis quelques semaines seulement et qui me parlent de leurs conditions à l'heure actuelle au Québec. Je vais te donner l'exemple le plus récent en date. J'ai un voisin, 2-3 maisons de chez moi, locataire d'un de mes voisins, et qui s'arrête parce que je faisais une petite vente de garage et qui me dit, si vous avez des vêtements ou des jouets, on est preneur, on a 2 enfants de l'âge des vôtres.
Alors, je dis parfait, parce qu'on vient d'arriver au Canada, on vient du Maroc, mon conjoint est ingénieur, ça fait 3 mois qu'il ne se trouve pas d'emploi, alors qu'on lui avait dit qu'en un claquement de doigts, il se trouverait un emploi. Alors, j'ai ramassé des jouets, des vêtements, tout ça. Je suis allé les offrir à cette famille-là qui vient de s'installer. Et c'est pas le seul témoignage. Tu sais, c'est pas un témoignage anecdotique. Ouais, ils sont nombreux. Ils sont nombreux et je me suis questionné, comment se fait-il qu'en 2025, on parle d'un côté de pénurie de main-d'œuvre, surtout dans plusieurs régions, puis qu'en même temps, on n'ait jamais accueilli autant d'immigrants temporaires et d'immigrants qui, à l'heure actuelle, se cherchent un travail. Et la conclusion à laquelle j'arrive, elle est simple, Francis. Il y a une adéquation qui est totalement, disons, imparfaite entre les besoins du marché du travail et la main-d'œuvre qui est disponible. Et quand on regarde les derniers chiffres de Statistique Canada, ils sont très éloquents à cet effet. 1/3 des immigrants au Canada sont surqualifiés pour le travail qu'ils font. Ils ont trop de diplômes. Ils ont un diplôme alors qu'ils font quelque chose qui prendrait peut-être un diplôme d'études collégiales. Ils ont un diplôme d'études universitaires. 1/3. C'est 33% des gens qui travaillent avec des diplômes dans un travail qui en nécessite. C'est possiblement, là, si on faisait la différence de valeur là, des centaines de millions ou des milliards de dollars qu'on perd entre ce qu'ils pourraient faire. On parle de productivité, souvent, c'est des dollars par heure. Là. Évidemment, si quelqu'un fait un travail qui est aligné avec son niveau de compétence et de formation, il génère typiquement plus de valeur à l'heure que sinon. Donc, et c'est un cliché de dire l'ingénieur qui sert du café ou encore l'infirmier qui chauffe un taxi. Ouais. Mais malheureusement, là, ces clichés, en 2025, nous entourent et font partie de notre quotidien. Puis si on regarde les chiffres, le taux de chômage au Québec, il est à 5,7% au mois dernier. Qui est parmi les plus bas au pays. Parmi les plus bas au pays. Mais quand on regarde ces chiffres-là dans la population immigrante, au sein des nouveaux arrivants, mettons que tu es ici depuis 5 ans et moins, on est presque le double. On est autour du double du taux de chômage. Donc, ça me préoccupe. Et 40% des gens issus de l'immigration, donc 4 travailleurs sur 10 disent on est arrivé ici puis il n'y a pas de travail dans notre champ de compétences, dans notre expertise. Tu sais, récemment, j'ai croisé quelqu'un qui venait du Moyen-Orient. Sa spécialité, Francis, c'est de concevoir des vergers. Alors, il dit, quand j'ai rempli mon dossier d'immigration, on m'a dit, il y a des perspectives, vous arrivez au Québec, il y en a des vergers, l'agriculture, c'est un gros secteur. J'arrive ici, je me trouve pas une job, là. Je suis ingénieur pour concevoir des vergers, pour améliorer leur aménagement. Je ne savais même pas que ça existait. Moi non plus, je l'ai appris à ce moment-là. Écoute, on va pas refaire le monde sur l'immigration, hein, puis moi aussi, c'est évidemment un sujet dont j'entends parler pratiquement chaque jour, PO, mais je suis toujours un peu... J'ai l'impression qu'actuellement, et on alterne hein, au Québec, là, je vais prendre le territoire qui est le nôtre, entre deux variantes, si tu veux, sur ce thème-là. Et j'ai l'impression qu'actuellement, on est beaucoup dans la question de l'immigration comme contributeur ou non à la culture, là, à la question de l'identité. Puis, tu sais, je porte pas de jugement là-dessus. Moi, je suis plutôt un partisan de l'immigration comme fabricant de l'économie, de la richesse. Puis, dans la richesse vient avec des moyens politiques et autres. J'ai toujours cette crainte, moi, que... parce que la raison identitaire, qui est tout à fait légitime, culturelle, parce qu'elle blesse, puis parce qu'elle est complexe à entretenir, on sacrifie un peu sur l'autel le volet économique. Puis tu sais, je regarde juste par rapport à la démographie, le Québec, à une époque, était un quart de la population canadienne. On est maintenant un 5e. Un jour, on va peut-être être un 6e. Puis on diminue un petit peu notre empreinte, alors que les anglo-saxons, les Canadiens anglais, eux, ils réussissent d'une certaine façon un peu mieux à intégrer l'immigration. En même temps, l'immigration, je veux dire, on peut prendre en compte l'aspect économique, l'aspect identitaire, l'aspect culturel, l'aspect aussi de la pression que ça pourrait exercer sur nos services publics. Mais j'ai la ferme impression qu'au fédéral, depuis trop longtemps, Francis, l'immigration, c'est une question de quota. Alors, tu sais, là, on est là, on prend un papier. OK, on a dit qu'on en accueillerait 600 000. OK, c'est bon, tu peux rentrer. OK, c'est bon. Ah, on arrête, on est arrivé à 599 999. Alors que... tu sais, revenir au fondement qui faisait de notre politique d'immigration au Canada une fierté internationale, un moteur économique et identitaire. À une époque où, oui, on parlait d'immigration économique, mais on parlait surtout d'intégration durable, de résidence permanente, d'accès et de route vers la citoyenneté. Aujourd'hui, on carbure beaucoup trop à l'immigration temporaire, puis on l'a vu au fil des dernières années. On est rendu qu'au Québec, on a 7% de gens issus de l'immigration avec un statut temporaire. Donc ils sont toujours sur le bord de la porte, là, ou presque. Dans un purgatoire administratif. Et on ne bâtit pas de grandes entreprises et de grandes destinées, et on n'accumule pas de capital, et on ne réinvestit pas dans une culture où on est toujours sur le point de se faire jeter c'est pour ça par la porte. Ce qui m'inquiète,
en terminant, sur cet aspect-là, le gouvernement est dans ses consultations pluriannuelles, va arriver éventuellement au Québec avec de nouveaux seuils. Ouais. Je pense qu'il faut garder en tête qu'on a plus de 600 000 de nos concitoyens qui sont des immigrants temporaires et il faut une voie de passage vers l'immigration permanente. On est bien d'accord. On te lit donc dans le Journal de Montréal à ce sujet-là. Merci beaucoup, P.O. Il n'y a pas de quoi. À la prochaine. Ah, l'argent, ça vous angoisse? Affrontez vos peurs avec le balado Dans vos poches. Francis Gosselin brasse les idées et encaisse les faits. Depuis le 14 août dernier, acheter ou vendre un condo au Québec, c'est plus tout à fait la même affaire. Il y a une nouvelle attestation sur l'état de la copropriété qui est désormais obligatoire. Puis ça pourrait vraiment bouleverser le marché. Pour certains, c'est une avancée de plus pour plus de transparence en savoir ce qu'on achète, surtout que dans plusieurs cas, c'est l'acquisition la plus importante qu'on va faire dans nos vies. Mais pour d'autres, ça pourrait être une bombe à retardement qui, comme l'écrit Stéphane Desjardins, pourrait rendre certains condos invendables. Stéphane, bonjour. Salut, ça va bien aujourd'hui? Est-ce que tu es en condo, toi, ou tu es dans une maison? C'est toi qui vas me dire si ça va bien. Moi, j'habite dans une résidence unifamiliale qui est fort bien entretenue, ma foi, grâce à ma prévoyance. Mais je suis aussi un tout petit investisseur immobilier et je possède notamment 2 condos individuels dans des copropriétés. Une qui est magnifiquement bien géré, analyse du fonds de prévoyance, gros fonds, là, on est prêt à toute éventualité, et l'autre qui est comme une bombe nucléaire en attente de détonation, est-ce que c'est ce qu'on dit? Bref, pas de fonds de prévoyance, pas vraiment d'études, c'est la chicane, le monde s'envoie des mises en demeure. Je pense qu'il y a une année, écoute, je veux pas dire n'importe quoi, je pense qu'une année on a dépensé 70 000 $ en frais d'avocat pour se battre contre des copropriétaires. Ben oui, c'est ça, mais là, qu'est-ce que tu veux? Tu vis le bonheur. Je suis prisonnier de cet endroit que j'ai acheté il y a quelques années, qui va bien là, en tant que l'unité elle-même, mais je t'avouerais que la copropriété, le syndicat, m'inquiète quand même pas mal. Donc, parle-moi de justement cette nouvelle attestation là, qui est obligatoire depuis le mois d'août dernier. De quoi est-ce qu'on parle exactement? En fait, elle est obligatoire jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que dès que quelqu'un veut acheter ou vendre, à tout le moins, son condo, là, la personne, il faut qu'elle s'attende, le vendeur doit s'attendre à demander à son syndicat de rédiger cette fameuse attestation. Mais si une personne veut vendre son condo et qu'elle ne sait pas que la réglementation demande ça, ben elle va avoir une méchante surprise parce que c'est l'acheteur qui va y demander. Ouais. Et cette attestation-là... C'est obligatoire, Stéphane. Il la demande et on doit la fournir. Là. C'est pas comme une affaire qu'on négocie. Oui, là, ouais. Ça devient obligatoire au moment où, justement, quelqu'un la demande. Et l'autre affaire, c'est que non seulement c'est obligatoire, mais tu as 15 jours pour la produire. C'est-à-dire, tu as 15 jours. Le tu implique le syndicat de copropriété. Alors, dans des immeubles de très grande taille où il y a un gestionnaire, où il y a un syndicat bien organisé, théoriquement, hein, de ce que tu viens de me dire, c'est peut-être pas toujours le cas, mais à tout le moins, dans la majorité des très grandes copropriétés, là, on parle de 70 ou 80 condos et plus. Il y a des immeubles à Montréal ou à Québec qui en ont 400. Là. Théoriquement, ces gens-là sont assez bien organisés pour pouvoir produire cette attestation-là. Mais dans les petites copropriétés du genre triplex, quadruplex, etc., qui forment la majorité du parc. Tu peux même monter à ça, là, tu sais, des unités, des 10, 12, là, 20, le monde, tout le monde se connaît. Des fois, il n'y a pas de gestionnaire parce que ça coûte cher un gestionnaire. Fait que là, tu sais, c'est Guylaine a fait la comptabilité, puis Robert, il fait les déclarations au registre des entreprises. Puis, tu sais, j'ai vécu ça, là. C'est pas plus simple nécessairement. Puis, personne n'est rémunéré, donc forcément, quand il y a des demandes comme ça, ben là, tu sais, c'est pas dans mes... Je suis bénévole, fait que tu sais, ça ajoute beaucoup de complexité, évidemment, là, pour les plus petites copropriétés, mais comme tu le dis, c'est obligatoire désormais. Puis, c'est pas parce que tu vis dans une petite copropriété qu'elle est mal gérée, hein? Ah non, il y a des gens qui... Moi, j'ai des amis qui sont 4 dans un immeuble, là, 4 logements. Et la copropriété, mon homme, est mieux gérée que le gouvernement du Québec. Là. Tu sais, c'est vraiment... Eux autres, là, ils savent où ils s'en vont. Ils ont ils répondent à toutes les normes et ils sont préparés pour toute éventualité.
Mais la plupart des experts me disent, écoute Stéphane, la plupart des copropriétés au Québec, là, la très grande majorité, ils sont pas organisés. Le niveau de désorganisation fait peur. Alors, concrètement, quand on demande un document comme celui-là, puis qu'on l'aura pas, concrètement, ça veut dire que l'acheteur, lui, prend ses clics, ses claques, l'acheteur potentiel, on parle, puis il s'en va ailleurs. Ce qui rend, de fait, la copropriété invendable. C'est ce que je te dis, qu'on disait d'entrée de jeu. Là, tu vas me demander probablement, c'est quoi ça, l'attestation de copropriété, de l'état de la copropriété, n'est-ce pas? Alors, concrètement, c'est un document qui fait la liste de tous les documents que tu devrais avoir en ta possession. C'est-à-dire, et aussi, en fait, c'est un document qui fait l'état de la copropriété d'un point de vue technique et juridique et économique. Autrement dit, comment il y a de l'argent dans le fonds de prévoyance, combien il y a d'argent dans le fonds d'auto-assurance. Ça, ce fonds-là, c'est celui qui couvre ta franchise d'assurance si il y a un sinistre. Et qui est obligatoire aussi. Combien tu as payé récemment ces derniers mois si, par exemple, t'est arrivé un événement puis il a fallu qu'on paye pour faire des réparations. Et aussi, c'est quoi les chantiers qui s'en viennent? Par exemple, faut-tu refaire la toiture dans 3 semaines, dans 3 mois, dans 6 mois? Et faut que tu aies cette liste des travaux importants sous la main pour les 10 prochaines années. Puis en plus, faut que tu saches comment, grosso modo, ça va te coûter pour chacun des chantiers. Puis en plus, faut que tu dises quand tu vas les faire, ces chantiers-là. Fait que s'il faut faire la fenestration, la toiture, les corniches, l'entrée d'eau, les garages, j'ai-tu besoin d'en rajouter? Non. Donc, concrètement, tu te retrouves avec cette liste-là. Je fais un peu d'anxiété juste à t'écouter, Stéphane. Oui, je te vois aller, là, puis je te vois changer de couleur, là. À l'écran, là, ça fait vraiment peur, hein? Ouais. Puis en plus, il faut que tu précises si tu as l'argent maintenant, ce soir, ou à chaque étape de cette liste de travaux à faire. Et il y a encore beaucoup de choses comme budget prévisionnel pour les 3 prochaines années. Y a-tu assez d'argent pour payer pour les factures courantes comme le déneigement ou whatever? Là, chaque copropriété a ses réalités. J'arrête là, mais je pense que les gens vont comprendre de quoi il s'agit. Maintenant, j'ai une question pour toi parce que c'est un peu paradoxal ou un peu drôle de voir cette nouvelle exigence pour les copropriétés. Puis, tu sais, moi, je suis de ceux qui pensent que c'est une bonne affaire d'avoir le plus d'informations possible avant de prendre sa décision. Par contre, ce qu'on observe en même temps actuellement sur le marché de l'immobilier au Québec, c'est des acheteurs un peu désespérés qui veulent absolument mettre la main sur des propriétés, que ce soit des unifamiliales ou des condos, puis qui sont un peu prêts à laisser aller tous leurs droits. Puis pour moi, un élément qui est un gros indicateur, là, c'est le nombre de ventes sans garantie légale là, qui a explosé au Québec. Ouais, mais fait que je me dis, d'un côté, t'as des gens qui sont prêts à acheter genre des trucs à 3, 4, 500, plus 1000 $ sans garantie légale, puis tu vas me dire qu'ils vont demander un papier puis être bien intéressés par l'état de la copropriété. Tu comprends ce que je veux dire? On dirait que ça va dans 2 directions opposées. T'sais, d'un côté, t'as des acheteurs très désespérés, puis de l'autre, on va leur fournir toutes sortes d'informations qui vont ignorer là, dans une certaine mesure, non? Qui vont, parce que si on est prêt à acheter sans garantie légale, on est prêt à acheter avec un mauvais fonds de prévoyance. C'est un peu l'équivalent pour moi. Non, j'aimerais t'entendre un petit peu là-dessus. À quelque part, les gens qui sont désespérés sont souvent dans des situations où ils vont soit être dans la rue ou soit carrément veulent absolument habiter à un endroit très précis. À cause de toutes sortes de circonstances personnelles, nouvel job, whatever. Là. Mais dans les faits, je vais te dire quelque chose que mon père, Dieu ait son âme, même si je crois pas en Dieu, mais Dieu ait son âme pareil, il n'est plus parmi nous, me disait dans sa grande sagesse de paternel, Stéphane, des propriétés, il va toujours en avoir sur le marché. Même si le marché est extrêmement serré, il va toujours avoir un deal, il va toujours avoir une propriété. Donc, mon message, ça serait, soyez patient. Même si la patience est difficile souvent à appliquer, soyez patient. Anyway,
pendant que vous êtes patient, ben vous ramassez encore plus d'épargne pour mettre votre cash down pour l'achat de la dite propriété. C'est, je dirais, probablement le conseil à donner aux gens qui se sentent coincés, qui sont prêts, qui sont désespérés à acheter. Je sais que le marché est un marché de vendeurs, puis c'est tough là, en ce moment. Là. Mais en même temps, on parle de copropriété. Il y a vraiment beaucoup de copropriétés qui sont libres dans différents marchés. Là. Ils sont chers. L'immobilier a toujours l'air trop cher, mais en fin de compte, on se retrouve avec des propriétés qui sont pas si chères que ça si on pense sur 25, 30, 40 ans, la durée de l'hypothèque qu'on va devoir assumer. La patience. La patience est d'or. D'accord? Peut-être en conclusion, Stéphane, là, il y a des syndicats de copropriété qui voient ça venir, il y a des acheteurs ou des vendeurs là, qui se disent « Ah, je pensais vendre dans 3 ans. » Peu importe, mais qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant pour peut-être mieux préparer ça? Ben, dans les immeubles où la chicane est pognée, ça va mal. Parce que là, c'est une tuile de plus qui se rajoute à l'édifice qui est en forme de château de cartes, là, on va s'entendre. Mais dans la réalité, c'est de demander tout de suite à son gestionnaire, à ses voisins, ça dépend de la grosseur, on s'entend de la copropriété. Bien sûr. Mais là, il est temps de passer à l'action. Là. Attendez-vous réellement là, à ce que ça coûte quelques milliers de dollars pour faire cette fameuse étude, pour préparer ça, préparer le terrain, ouais. Pour établir l'état de l'immeuble dans lequel vous vivez. Puis, il va falloir cracher du cash. Ça, c'est clair, là. On s'entend là-dessus, là. Puis, il va falloir préparer les expertises, puis ça va prendre plusieurs semaines. Puis, c'est la réalité. Ça, il faut s'attendre à ça. Mais si les gens sentent qu'il n'y a pas un sentiment d'urgence, ben, si vous tenez à conserver la valeur de votre copropriété, faites transmettre le sentiment d'urgence à vos copropriétaires parce que là-dedans, comme dans n'importe quoi, je constate que dans l'univers de la copropriété, beaucoup de copropriétaires agissent comme des locataires, mais veulent avoir les droits des propriétaires, mais les responsabilités, pas les responsabilités. Ils réalisent pas que quand t'es copropriétaire, ben, t'es copropriétaire. Eh oui. C'est à toi l'immeuble. C'est la vie. C'est ça l'affaire. Bon, merci beaucoup. D'avoir un ton c'est parfait, Stéphane. Si tranchant. On est là pour informer tout le monde justement de leurs droits et de leurs responsabilités. On se reparle la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci, Stéphane. Salut. Dans vos poches. Quand un bébé s'annonce, c'est évidemment une heureuse nouvelle, du moins pour la plupart d'entre nous, mais les finances de la famille, elles, parfois vacillent, on va dire. Congé parental, prestations réduites, certains choix budgétaires, ça coûte, comme on le dit souvent, cher, je sais pas, mais ça coûte de l'argent avoir un enfant. Emmanuelle Grill, bonjour. Bonjour, tu as écrit là-dessus, justement. Tu es mère de 2 enfants. Absolument. Et puis 2 grandes filles. Puis bon, tu le dis, là, parfois, c'est un choc financier, rien de moins que d'avoir un enfant. J'imagine pas ceux qui ont des triplés. Des triplés. J'allais dire des jumeaux, mais tu sais, des triplés. Mais les jumeaux, ça fait mal. Je dis ça, puis je fais un peu de haute pression, là, des triplés. Mais justement, tu sais, comment est-ce qu'on peut, ou est-ce qu'on doit, ou est-ce qu'il y a des trucs et astuces pour amortir ou pour anticiper ce choc-là, Emmanuel? Oui, t'aurais aimé ça, voir ces trucs-là avant d'avoir ton bébé, toi, hein? Ouais, ben ça un fait petit pas peu, longtemps, tu vois, ça fait, moi, j'en ai un de 3 ans et demi et un de 6 mois. Je te dirais que le deuxième, honnêtement, c'est comme n'importe quoi. Hein. Toi, t'en as eu 3, Ghislain. Ben, le deuxième, il est plus facile. Non, c'est ça. Surtout, plus facile, je sais pas, il y a plein d'éléments là-dedans, mais du point de vue financier, on savait beaucoup plus à quoi s'attendre. Le RQAP, partir le RÉ au premier jour au lieu d'attendre. Le deuxième, tu sais, le temps que on digonne, ça faisait 1 an, là, on avait peur de perdre la première année, fait que là, il faut que tu sortes 2500 pièces d'un job. Bref, Emmanuel, c'est pas moi qui parle, c'est toi, là. Mais si, écoute, je vois que tu as une belle expérience. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Tu as déjà donné plein de bons conseils. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Au moins, au Québec, on a la chance d'avoir le fameux régime, le RQAP, Régime québécois d'assurance parentale. Ça, c'est formidable parce que, personnellement, j'y ai pas eu droit quand mes filles sont nées parce que j'ai eu mes enfants avant que le RQAP entre en
vigueur. C'est assez récent. 2006. C'est ça, OK. 2006. Ouais. Et donc, aujourd'hui, très honnêtement, aujourd'hui, je suis contente de payer des impôts et de savoir qu'une partie de mes impôts va dans le RQAP. Parce que vraiment, les enfants, c'est une richesse collective. C'est vraiment injuste que tu aies à payer ça. On dirait qu'on aurait dû commencer à faire payer ça pour les gens qui n'avaient pas eu d'enfants et qui allaient en avoir. De payer rétroactivement alors qu'on n'avait pas bénéficié. Tant pis pour moi, mais je sais, au début, je me suis dit, mais finalement, je suis contente de payer pour ça, c'est important. Et puis, collectivement, c'est important de soutenir les gens qui ont des enfants. Alors, le RQAP, c'est quand même une bonne chose, c'est pas la panacée, mais au moins le congé de maternité pendant 18 semaines, donc on peut toucher 70% du revenu. Après ça, pour le papa, peut toucher aussi 70% de son revenu pendant 5 semaines. Puis après ça, il y a un congé parental de 32 semaines qu'on peut partager entre les parents. T'as l'air super au courant, Francis. Écoute, moi, je suis là-dedans, pas en permanence, mais 2 fois en 3 ans. Et puis, il y a plein de petites, pas de passe-passe, tout ça est très légitime, mais si le père en prend un peu plus, il y a des semaines additionnelles qui sont versées dans le pool. Exactement. J'ai fait ça, moi aussi, à partir du moment où on partage, où les 2 parents reçoivent chacun 8 semaines de prestations parentales, à ce moment-là, on a droit à 4 semaines de prestations supplémentaires à, je crois, c'est 55% du revenu, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas tout le revenu qui est assurable. D'abord, il y a le maximum assurable, c'est 98 000 $. Et puis, quand on est un entrepreneur et qu'on se verse des dividendes, cet argent-là n'est pas assurable non plus. Bien sûr. C'est sur la base vraiment des salaires là, avec des déductions à la source. Là, les travailleurs autonomes aussi sont admissibles à partir du moment où on a gagné 2 000 $ dans l'année qui précède la demande, je pense. Voilà. Mais c'est sûr, c'est pas la panacée parce que, donc, dans le meilleur des cas, on va récupérer 70% du revenu. Ça fait quand même un trou dans le budget. Alors, j'ai parlé à une conseillère à ce niveau-là qui, elle aussi, venait d'avoir des enfants et qui pleurait un petit peu sur ses finances et son budget. Donc, idéalement, il faut vraiment se préparer avant. Plusieurs semaines, plusieurs mois avant d'avoir son bébé. Se faire un petit pactole, peut-être. C'est ça. Il faut anticiper la réduction des revenus. Donc, l'idéal, c'est on essaye de faire un budget anticipatif pour savoir l'argent qu'on va avoir dans nos poches. Alors, c'est facile d'aller voir. Il y a des calculateurs sur Internet. Là, j'ai mis les adresses dans mon article du Journal de Montréal, où on peut estimer le RQAP qu'on va toucher, notamment pour savoir s'il y a des revenus qui sont assurables ou pas. D'accord. Dans le budget, il faut aussi faire entrer en ligne de compte les allocations, parce qu'au moins, on a quand même des allocations au niveau fédéral et provincial. Là aussi, il y a des calculateurs. Alors, tout ça, ça permet d'avoir une idée un peu plus juste de l'argent qui va tomber dans notre escarcelle quand bébé sera parmi nous. Ceci dit, bon, deux petites choses quand même. Bon, moi, ma conjointe, en l'occurrence, se déplace là, pour aller au travail 3 jours par semaine, c'est ce qu'exige son employeur. Elle paye un stationnement. Donc là, en congé de maternité, en congé de paternité, on a quelques économies. C'est ce que je veux dire. Il faut aussi prendre ça en compte. Généralement, on vit un peu plus chichement, mais il y a quand même, tu sais, on mange moins au restaurant. Là, je veux dire, des repas d'affaires en congé de paternité, il y en a moins. C'est vrai. Donc, tu sais, puis des repas d'affaires, Dieu sait que, tu sais, ça 50, 60, 80 $ le lunch. Là, tu sais, on peut se faire un petit sandwich à la maison. On fait des économies. Donc, c'est quand même important de prendre tout ça en considération. À l'inverse, moi, un truc que j'invite les auditeurs à réfléchir, c'est que, bon, je veux pas dénoncer qui que ce soit, mais au Québec, avec le système des garderies, drôle d'affaire, mais c'est que la maternelle, ça commence pas n'importe quand, ça commence en septembre, ce qui fait qu'il y a comme des cohortes d'enfants qui quittent les garderies, les CPE, les garderies subventionnées, pas mal tous en même temps à la mi-août de chaque année, et il y a des places qui se libèrent. Et si vous voulez être certain d'avoir une place, ben il faut comme prendre la place. Puis là, j'avais fait une chronique là-dessus à un moment donné, mais on appelle ça carrément des places fantômes. C'est-à-dire qu'on paye, l'enfant va pas à la garderie, peut-être qu'il va commencer en novembre, peut-être qu'il va commencer en février de l'année d'après, mais on paye à chaque semaine une place à la garderie juste pour s'assurer que le moment où papa, maman reprendra le travail, on puisse mettre le bébé à quelque part. Oui, exactement. Donc ça, c'est un coût, évidemment. Absolument. Aussi, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Il y a quand même des dépenses qui diminuent. Bon, c'est clair qu'on va aller beaucoup moins au restaurant pendant les 2, 3, 4, 5, 6 premiers mois. En vêtements aussi, on va pas... je me rappelle avoir porté mes vêtements de grossesse pendant très, très longtemps. Quand j'étais plus enceinte, j'en pouvais plus. Je les ai brûlés à la fin. Des petits rituels comme ça. Tu brûles ton soutien-gorge d'allaitement. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Ça, je peux moins compatir avec cette partie-là. Étant la seule femme ici, je peux témoigner là-dessus. Donc, c'est sûr qu'on a moins de dépenses, mais bon, il y a quelque chose qu'il faut savoir avec le RQAP aussi, c'est que c'est imposable. Mais par contre, on peut avoir
avoir une mauvaise surprise fiscale au moment de la prochaine déclaration d'impôt si on a gagné plus dans cette année-là ou si on a touché un boni, par exemple, parce qu'à ce moment-là, nos déductions sur le RQAP ne seront pas suffisantes. Alors, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir, éventuellement faire un scénario avec un comptable pour voir... Corrige-moi si je me trompe, Emmanuel, mais l'organisme qui veille au versement, le régime, là, je ne sais pas comment il s'appelle, mais saisit les déductions à la source. Oui, je pense il verse un net. C'est ça, exactement. Puis lui, il envoie ça à qui t'as droit. Là, exactement. C'est intéressant parce que moi, à l'inverse, mon expérience, c'est que comme justement, on a 70% du salaire, ben c'est comme là, tu gagnes ton truc, puis là, tu as comme un petit moment où tu gagnes 70% de ça, dans certains cas, un long moment, puis là, tu reviens à ton... Donc, ultimement, pendant le moment où tu travailles, tu es imposé un taux, puis comme si tu allais gagner ce salaire-là toute l'année. Comme ça baisse, souvent, ça donne droit plutôt, au contraire, à un remboursement d'impôts. Oui, effectivement. C'est vraiment dans des cas où on gagne plus, où on a un gros boni ou des choses comme ça. Pour les travailleurs autonomes, certainement. Oui, aussi. Je voulais t'entendre en conclusion parce que, bon, on a eu notre collègue Marie-Laurence Delaney il y a quelques semaines sur la rémunération des stages. Là, puis bon, la différence de rémunération puis de conditions entre les hommes et les femmes, moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément comme économiste. Puis bon, c'est sûr que c'est encore aujourd'hui beaucoup plus les femmes qui prennent de longs congés parentaux, là, même si on est au Québec, ceci dit, bien on fait des progrès par rapport au reste du monde, mais ça reste les femmes. Et bon, deux choses. Un, bon, pour l'employeur, là, c'est sûr que la femme est moins au travail, elle va peut-être être moins promue, mais sur la retraite, là, moi, il y a un truc qui puis tout à fait. Je voulais t'entendre un peu là-dessus. Oui. Est-ce qu'il y a des stratégies de couple, tu sais, pour le REER, RRQ, je sais pas quoi, qu'on peut s'assurer que madame, si c'est où, monsieur, soit pas trop pénalisé par la période d'arrêt ou de... parce que, bon, il y a des études qui démontrent que les femmes ont en général 30% de moins de revenus d'épargne retraite que les hommes, pour toutes sortes de raisons, notamment parce qu'on a pris des congés, on s'est retiré du marché du travail pendant un certain temps. Donc, c'est sûr que quand tu es sur le RQAP, pour économiser, pour épargner pour ta retraite, c'est pas optimal. Donc, idéalement, ce que le papa pourrait faire, c'est de cotiser au REER de conjoint de sa conjointe, donc, de façon à pouvoir pallier un petit peu cette perte d'épargne retraite. Alors, en faisant ça, la personne qui cotise au REER de conjoint aura droit aux déductions, et puis madame aura un peu plus d'argent d'épargne pour sa retraite. Par contre, évidemment, quand on est dans une période, justement, avec un bébé, on a moins d'argent, on est sur le RQAP. Des fois, on arrête de cotiser carrément. On roule pas sur l'or, c'est clairement. Donc, peut-être essayer de rattraper un peu le temps perdu une fois qu'on aura retrouvé l'équilibre budgétaire. D'où l'importance de planifier ça un peu d'avance. Ça tombe quand même bien, hein? Souvent, on le sait à peu près 9 mois, peut-être 8 mois, 7 mois d'avance, là, mais ça nous donne quand même le temps de voir le train venir, puis de peut-être justement mettre des sous de côté, anticiper un peu ce rythme de vie un peu au ralenti avant que le bébé tout à fait, faire une espèce de budget pour faire une tentative, pour essayer de voir comment on va vivre à ce moment-là. Et ça, dès que vous avez la nouvelle, lancez-vous dans Excel. Exactement. Faites votre budget. Réservez une place en garderie et commencez à faire votre budget. Bon, si vous avez des triplés, il n'y a aucun espoir de toute façon. Fait que faites comme vous voulez. Je blague, évidemment. Mais bon, courage à tous ceux et celles qui sont devenus parents ou qui vont le devenir prochainement. Et d'ailleurs, si vous êtes peut-être grands-parents et que vous nous écoutez, ben, tout ça est utile pour vos enfants qui attendent peut-être... Et puis, cotiser au REER de vos petits-enfants. Si les grands-parents peuvent le faire, ça fonctionne de manière ça va aider les parents. Intergénérationnelle. Dans vos poches. Ben, parlant d'intergénérationnel, Ghislain Larochelle, salut. Salut. Bienvenue à l'émission. J'ai écrit un texte dans le journal où j'énonçais quelques mesures pour que les parents aident leurs enfants. Là, ils peuvent cotiser au REER, c'est une chose. Mais aider les enfants à acheter une première propriété. Puis là, je disais, est-ce qu'on pourrait permettre le RAP, le régime d'accès à la propriété, les enfants, pour que les parents utilisent leur REER, puis évidemment un taux marginal souvent plus élevé que les enfants. Est-ce qu'on pourrait enlever des différentes taxes et impôts, le gain en capital, etc. Puis tu me disais que c'était peut-être une pilule empoisonnée, tout ça, finalement. Ben, j'ai pas tout à fait dit ça. Je paraphrase, là, que c'était pas la meilleure affaire à faire nécessairement. Ben, qu'est-ce qu'on voit présentement dans le marché, c'est qu'il y a 70%, selon le dernier sondage qui a eu lieu en 2025, 70% des enfants ont
ont besoin des parents pour acheter une maison. C'est fou, ça. C'est fou, là. Dans quelques années, là, on voyait pas ça parce que les maisons étaient beaucoup plus abordables. Fait que, est-ce que c'est seulement avec les REER? Est-ce que c'est seulement avec l'aide du gouvernement ou il y a l'aide des parents? Puis j'entends des parents qui disent des fois, ouais, mais moi, j'ai pas été aidé quand j'ai eu ma maison. Pourquoi j'aiderais mes enfants? Puis qu'est-ce qui arrive là-dedans? C'est que quand tu as plusieurs enfants, mettons, tu as 3 ou 4 enfants, et là, tu aides le premier, là, il reste plus d'argent pour le deuxième, troisième, quatrième. Là, ça fait des jaloux à l'intérieur. Donc, c'est pas juste d'aider l'enfant. Est-ce que tu parles d'expérience, là? Non, pas du tout. 3 enfants, non? Toutes leurs dents, ouais. Non, on a juste aidé le premier à date. Ah oui, c'est les ça. autres sont pas rendus Les encore. autres qui se débrouillent. Ouais, on n'a plus d'argent. C'est pour l'aider, ces affaires-là. Moi, en tant qu'aîné, je suis totalement d'accord avec cette politique. Je blague, mais effectivement, c'est un bon point quand vous avez plusieurs enfants, là, moduler les montants. Là, exactement, parce que l'équité que vous leur donnez, l'argent que vous leur donnez, il faut le balancer. Puis il faut le balancer pour toi-même aussi, parce que si tu es proche de la retraite, faut faire attention. Est-ce que tu vas avoir assez d'argent à la retraite? Est-ce que tu vas être obligé de te priver parce que tu as donné de l'argent aux enfants aussi? Une des façons que j'ai vues souvent dans ma carrière, les parents vont aller co-signer l'hypothèque de leurs enfants. Ils vont juste se porter garant sans mettre d'argent. Fait qu'ils ne mettent pas d'argent. Mais le défi qu'il y a, c'est que ça l'affecte leur crédit. Bien sûr. Parce que là, ils ont plus de dettes. Si l'enfant décide pour X raison de pas payer, ou plutôt pas décide, mais ne peut pas payer pour X raison, mais là, c'est les parents qui vont être échaudés. Exactement. Parce qu'ils co-signent sur l'hypothèque. Bon, j'ai plein de questions pour toi, Ghislain, puis j'ai écrit 500 mots là-dessus, j'ai fait une petite recension, mais bon, mettons, les gens qui les gens qui aident leurs enfants à acheter une propriété, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Puis j'ai essayé de trouver des statistiques là-dessus, c'est quand même assez... C'est comme c'est mystérieux. Est-ce qu'ils prêtent de l'argent puis est-ce qu'ils s'attendent à le revoir? Il y a deux, trois façons qu'on voit. On voit les dons d'argent. Ouais. Fait que c'est carrément ça, c'est comme un héritage avant le temps. Un héritage qui donne avant le temps. L'autre cas, c'est le prêt d'argent. Moi, quand j'ai commencé à acheter ma première maison, mes parents m'avaient prêté 15 000 $ à 2 % d'intérêt et ça m'avait permis d'acheter ma première maison parce que sans ça, je n'étais pas capable de l'acheter. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle le prêt. Dans le premier cas, il appelle ça un don d'équité. C'est un peu intime. Les as-tu remboursés? Oui, à 100 000 $. Ouais, mais tu sais, parce que ça a pris, je te vois dirais. Ça des fois, moi, écoute, un ami qui me disait ça, mes parents m'ont prêté de l'argent, là, c'était à 4 %. Mais, tu sais, mes parents ont 78 ans, puis tu sais, dans le fond... Ils l'ont pas remboursé. Non, mais tu crois que on dit que c'est un prêt et pas un don, mais ultimement, c'est vraiment un don. Moi, ça m'a pris 3 ans de travail. Okay. Je sortais de l'université, ils m'ont avancé 15 000 et ça a pris 3 ans avant que je réussisse à les rembourser. Tu as pu les rembourser. Comment je l'ai fait? C'est que j'ai changé de maison. J'étais dans... OK, fait que t'as fait une plus-value sur la maison. Exactement. Fait que j'ai fait une plus-value. Fait que le 15 000 que j'ai ressorti là-dessus, je l'ai redonné parce que juste avec l'économie qu'on fait chaque mois, souvent, quand tu débutes dans la vie, tu débutes partout, achat, ben c'est un peu plus difficile. Mais moi, je changeais de ville pour mon travail, c'est que en vendant maison, j'ai réussi à y arriver. Fait que ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est de co-signer, qu'est-ce qu'on a parlé. Il n'y a pas d'échange d'argent. Il n'y a pas d'échange d'argent, mais il y a un risque aussi. Et la quatrième, c'est qu'est-ce qu'on appelle une garantie collatérale. J'ai eu un de mes étudiants qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça 5 fois avec la maison de ses parents. Pas parce qu'il a acheté 5 maisons. Là. Il a acheté des immeubles à revenus. Il prenait une collatérale sur l'équité de la maison, puis il a réussi à acheter 5 immeubles de sa façon. Est-ce que ça apparaît au dossier de crédit des parents? Non. Non, parce que c'est juste une garantie. C'est la garantie, c'est la maison, là, ce qu'elle vaut, là, surtout si elle a plus. Souvent, les parents, l'enfant n'a pas à donner de l'argent parce qu'il n'y a pas d'argent qui est échangé, il n'y a pas de frais d'intérêt qui est échangé. Mais là, par exemple, si les parents voulaient réemprunter sur la maison ou faire une hypothèque inversée, là, ça limiterait un peu leurs options. Là, ça limite parce que lui, il était chercher le maximum. Dernière question pour toi, Ghislain. J'en parle dans l'article. Encore une fois, j'ai eu bien de la misère à trouver des chiffres, statistiques probantes à l'échelle québécoise ou canadienne, des histoires de parents qui donnent la maison ou le chalet. Ça se peut-tu, ça? Ça se peut, mais moi, fait 30 ans que je suis en immobilier, je ne l'ai pas vu. Okay. Je ne l'ai pas vu parce que je ne sais pas pourquoi, souvent les enfants
n'ont pas tendance à vouloir rester dans la maison. Ça fait déjà 30 ans qu'on a été élevé là, puis il y a des souvenirs. Je l'ai pas vu dans mon coin. C'est drôle, ça, parce que j'ai l'impression... En tout cas, je parle là, en méconnaissance de cause, mais j'ai l'impression qu'historiquement, les gens, tu sais, il y avait la maison depuis 14 sur la terre. Oui, la terre, la maison, tu sais, de génération en génération, ouais, ceci, tu sais, Simba et le roi lion, là, mais non, mais aujourd'hui, c'est comme, ah non, cette vieille maison-là avec des bibelots, la dernière place que j'ai envie d'habiter, c'est là, tu sais, je vais m'acheter ma nouvelle maison moderne, puis tu sais, on va comme liquider la maison familiale. Puis tu vois, dans ma famille, moi, j'ai des deux côtés, j'ai aucune personne qui a repris la maison familiale. Toi, Manuel? Mais moi, je suis une immigrante depuis très longtemps, donc la maison familiale en France. Est-ce qu'elle existe toujours? Non, la maison? Elle est vendue. Ou elle est, je ne sais pas où elle est. En tout cas, elle n'est plus dans la famille. C'est ça. Oui, et puis. Parce que ce que je décrivais en France, j'ai l'impression, encore une fois, pour avoir habité là quelques années. Oui, ils sont plus dans la brique. Oui, t'as raison. C'est ça. C'est ça, mais ça dépend des familles. Nous, on n'avait pas grand-chose en fait, donc c'était pas une super grosse maison. Sinon, j'imagine que quelqu'un aurait fait un effort pour la conserver, mais c'était pas le cas. Puis en ce qui concerne mes filles, c'est sûr qu'idéalement, j'aimerais pouvoir leur donner un coup de pouce pour s'acheter éventuellement quelque chose, mais je pense pas que je vais être capable de le faire. Mais ce que je leur ai dit, c'est que, écoutez, vous êtes nourris, logés, blanchis pendant que vous êtes avec moi. Mettez de l'argent de côté. Et c'est ce qu'elles font. Oui. Et donc, c'est ce qu'elles font. Et j'en suis bien heureuse. Elles mettent des sous dans leur CELI. Bon. Ce qui fait que ça va leur donner... CELIAP, j'espère. Oui, et CELIAP aussi. Ouais. Donc, elles font les deux. Et puis, ça va leur donner un petit coup de pouce. Au moins, pendant qu'elles sont avec moi, elles économisent un peu. Ils n'ont pas de coût. Puis le défi, quand il y a 3, 4, 5 enfants, ben, il y a une maison. La maison s'en va à qui, là? Exactement. Ça fait des chicanes. Et puis, mais de recevoir une demi-maison, c'est déjà mieux que recevoir pas de maison. T'as bien raison, Francis. Je vais conclure là-dessus parce qu'en écrivant l'article, j'étais comme un peu tiraillé. Première affaire, je le dis sur toutes les tribunes, mais comme aider les parents, aider les enfants, c'est stimuler la demande. Oui. Puis stimuler la demande, ça va faire juste une affaire, c'est augmenter les prix. Fait que je l'ai dit à la fin de l'article en petite ligne, mais de grâce, faites ce que vous voulez, fiscal et tout, mais il faut construire des maisons. Là, ça. La deuxième affaire, c'est que tout ce qu'on raconte depuis tantôt, puis tu l'as bien dit, Emmanuel, c'est pas pour tout le monde. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a 20 000, 50 000, 100 000 à donner à ses enfants, puis prendre ça sur sa retraite, là, comme tu le disais si bien, Ghislain. Ça perpétue des inégalités intergénérationnelles que si tes parents étaient riches, ben non seulement ils t'ont envoyé à l'école privée, ils t'ont donné des mises de fonds, ils t'ont versus des parents moins nantis qui étaient peut-être la limite en appartement, ben c'est sûr qu'eux, ils n'ont pas 50 000 ou même 20, 15 000 c'est pas tout le monde qui a ce genre d'argent-là à donner ou même à prêter à petit taux sans attendre un retour. Là. Donc, ultimement, ça perpétue malheureusement des inégalités entre les gens, entre les générations, puis comme ça... surtout avec le prix des propriétés actuellement. Surtout avec le prix des propriétés. Juste la mise de fonds... c'est fou. C'est hallucinant. Si tu veux mettre 20%... Ghislain, quand il a acheté le 15 000, c'était pour payer 50% de la valeur de la maison. C'était le bon vieux temps. Je suis pas si vieux que ça. Tu veux dire en 1935? Je te niaise. Mais effectivement, il y avait une grosse... C'est un petit peu plus vieux que moi, Ghislain, mais... Elle avait payé 80 000 dans le temps, c'est ça. Les maisons à 80 000, maintenant, je pense que... il en reste plus bien, je te dirais. Ça fait peut-être un lit, en fait. C'est cuisine sur tes genoux. C'est une cabane au fond du jardin. Merci à vous deux, toujours un grand plaisir. On accueille notre invité, là, on vous garde pour discuter avec lui. Dans vos poches. Aujourd'hui, on parle du fameux Bitcoin, ce mot qu'on entend partout depuis des années, mais que assez peu de gens comprennent véritablement. Je connais des gens qui en ont et qui ne comprennent pas véritablement ce que c'est. Ils ont un peu suivi la parade. C'est quoi au juste une crypto-monnaie? Ça vient d'où la valeur de cette affaire-là? Est-ce que c'est encore pertinent d'en parler dans le monde aujourd'hui alors que le monde financier évolue aussi vite, alors qu'il y a autant d'incertitudes? Je voulais vraiment démystifier ça. Ça fait quelques fois qu'on en parle, David Saint-Onge et moi, autant en ondes que hors d'ondes. Il a même essayé de m'enrôler dans ses affaires en me payant un lunch récemment. Je blague évidemment, mais David Saint-Onge, tu es l'auteur d'un des livres de référence qu'on peut montrer à l'écran, tout sur Bitcoin, le comprendre et l'utiliser. On part de zéro. C'est quoi concrètement, vraiment en langage très très simple, le Bitcoin? Le Bitcoin, c'est un système monétaire qui est numérique,
décentralisé, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire de confiance. Donc, Francis, toi, quand tu te sers de ta carte Visa ou de ta carte de débit, puis que tu échanges la monnaie numérique, parce qu'il faut savoir que la monnaie est déjà numérique. Hein, tu sais, des bons vieux billets de banque comme ça ici, mes fameux bolivars, ben c'est encore utile, on s'en sert. Mais il y en a de moins en moins. Mais il y en a de moins en moins. C'est beaucoup, on est payé directement dans notre compte de banque. Donc, la monnaie est déjà numérique. Par contre, la monnaie numérique moderne, elle a besoin d'un intermédiaire de confiance. C'est simple parce que vous connaissez toute l'histoire des MP3. Quand on a dématérialisé les chansons en MP3, ben, l'industrie de la musique a été confrontée à la facilité de la duplication des fichiers numériques. Donc, si je vous envoie un MP3, il n'y a rien qui vous empêche de le dupliquer puis de l'envoyer à 50 personnes. Si je t'envoie 10$, tu peux pas dupliquer mon 10$. Non, parce qu'il y a des tiers de confiance. Donc, comme tu disais, Visa, exactement. Desjardins, tout ce qu'ils la font, Banque du Canada, là, c'est ça. Tout ce qu'ils font, c'est s'assurer dans les bases de données que le 100$ de Francis, ben, tu peux pas le dupliquer. Que je l'ai envoyé à Emmanuel, il n'est pas aux deux places. Exactement. Elle peut pas faire copier-coller 100$ puis l'envoyer à Ghislain. C'est ça. Puis que c'est le même 100$. Et là, fort heureusement, j'aurais envie de dire. Donc le Bitcoin, c'est pareil que ça. Donc, en fait, non, c'est ça. Le Bitcoin, ce que ça amène, c'est pour la première fois, il y a une rareté numérique. Okay? Dans les MP3, c'est Apple qui a créé la rareté numérique, mais avec un intermédiaire de confiance où il nous vendait des chansons, puis lui, il gardait dans la base de données, toi, tu as tel fichier, toi, tu as tel fichier, tu as tel fichier, puis c'est comme ça que ça tu peux pas le dupliquer. Exactement, mais il y a un intermédiaire de confiance. Dans Bitcoin, il n'y a pas d'intermédiaire de confiance, mais on peut pas dupliquer les Bitcoins. Fait que si vous voulez l'explication la plus simple de c'est quoi du Bitcoin, c'est une grosse base de données qui est distribuée à travers le monde, qui permet d'échanger, de faire des transactions, une valeur numérique. Fait que c'est au plus simple, c'est ça, Bitcoin, c'est une façon d'échanger de la valeur numérique sans intermédiaire de confiance comme une banque ou Visa. Voilà. Maintenant, pourquoi on avait besoin de ça, là? Mettons, là, tu sais, moi, ça va là, je vais m'acheter mes petits croissants, je paye, on me donne un croissant. Qu'est-ce que j'ai besoin d'une monnaie numérique décentralisée? Là où tu as un point, Francis, tu dis souvent qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en servent. C'est vrai, c'est pas encore un moyen de paiement, un intermédiaire d'échange, OK, ou un moyen de paiement très, très utilisé. C'est pas un moyen de paiement, là, je veux dire. Ça peut, oui, tu peux payer. Oui, ça peut, mais je veux dire, as-tu déjà payé des croissants en Bitcoin? Non, moi non plus. Je veux dire, je veux pas te mettre... Je connais personne qui a jamais rien acheté. Toi, sûrement, oui, là, mais parce que je veux dire, comme dans mon entourage, dans ma famille, dans mes amis, je connais personne que j'ai utilisé. Tu sais, Tesla, à un moment donné, disait on va vendre des chars en Bitcoin. Là, ils sont rétractés. Mais Tesla, eux, ils ont du Bitcoin sur leur bilan pour une question de réserve de valeur. Elon Musk a acheté ça pour une question de réserve de valeur. Donc, je reviens à ma question. Oui. Pourquoi qu'on a inventé cette patente-là? À l'origine, Satoshi Nakamoto, en 2008 puis 2009, l'inventeur de Bitcoin, c'était vraiment une réplique là, à la crise de 2008 en disant les banques dévaluent notre monnaie en imprimant, en créant du crédit bancaire. Puis il voulait avoir une alternative numérique parce qu'il y a toujours eu l'or. Hein, l'or, là, on peut acheter de l'or. Si, mettons, on veut sortir du système fiat qu'on appelle donc la monnaie qui est créée ex nihilo par le crédit bancaire puis par les banques centrales, si on veut sortir de ce système-là, comme on voit en ce moment, en passant, l'or est monté de valeur c'est presque stratosphérique, doublé dans les dernières années. D'après moi, c'est causé par une perte de confiance due de la valeur de la monnaie de réserve, qui est en ce moment le dollar US. On voit qu'il y a une perte de confiance. La confiance qu'on a dans le dollar US s'érode. On le voit avec l'or qui monte. Moi, je pense que c'est le même principe pour Bitcoin. En ce moment, Bitcoin prend de la valeur parce que c'est une façon de sortir du système. Et ça, en passant, c'est en Occident surtout. Ça permet en Occident de sortir de ce système-là. Mais dans plein de pays, en Afrique, en Amérique du Sud, c'est littéralement une façon de payer parce que c'est pas tout le monde qui est bancarisé. Donc, il y a deux volets ici. Je vais parler des stablecoins parce que ça fait partie aussi de la crypto. Donc, c'est des jetons numériques qui sont basés sur des blockchains qui représentent, disons, $1 US. Donc, il y a des compagnies comme Tether qui achètent des obligations d'épargne du gouvernement américain. Ils mettent ça sur leur bilan, puis ils émettent des jetons. Fait que ça, c'est une façon pour des gens qui vivent en Amérique du Sud d'acquérir des dollars, OK, qui est beaucoup mieux que leur devise, leur monnaie locale, puis de ne pas se faire dévaluer par le gouvernement local, mais ils se font quand même dévaluer par le gouvernement des États-Unis quand ils impriment des monnaies. Mais pourquoi ils n'achèteraient pas des dollars? Pourquoi il y a comme... Ce que tu me décris, j'ai comme l'impression qu'il y a comme lui qui achète des obligations, puis qu'il émet des jetons. Pourquoi ils n'achètent pas... Ils ne sont pas bancarisés, ils n'ont pas de compte de banque. Fait que c'est une façon pour eux d'avoir de la monnaie numérique. Pourquoi ils n'ont pas de compte de banque? En Afrique, puis en Amérique du Sud, il y a plein de gens qui n'ont pas de... Parce qu'ils sont trop pauvres. Je pense que,
J'avais un chiffre. Je pense qu'il y a des milliards de personnes qui ne sont pas bancarisées sur Terre. Et donc, les crypto-monnaies, moi, je ne suis pas un fan des crypto-monnaies. Moi, je suis un gars de Bitcoin. Mais je peux comprendre l'utilité parce qu'il y a une différence. Les crypto-monnaies, en général, c'est souvent n'importe quoi. C'est souvent des scams. Mais Bitcoin, c'est très différent. Bitcoin, c'est comme une valeur refuge numérique. J'entends souvent ça. Oui. OK, mais je vais te reprendre là-dessus. Là. J'entends souvent ça. Mais pour moi, c'est tout pareil. Non, ça l'est pas. On fera un segment sur ça. Non, mais dis-moi, là, pourquoi c'est pas tout pareil? Là? Pourquoi celui-là, là, Bitcoin... wow, là, puis l'autre à côté, là, l'Ethereum, puis le Solana, puis on peut tout en... Le Doge, là, le petit chien niaiseux. Là, ça sert pas du tout à la même chose. C'est que Ethereum, par exemple, mais Ethereum, c'est pas nécessairement un scam. Ça sert à autre chose. C'est une plateforme de contrats intelligents. Donc, ça permet de faire de la... Mais ça reste des crypto-monnaies, là, je peux t'envoyer 100$, puis tu peux m'envoyer 100$ d'Ether ou de Solana. Je veux dire, j'en ai acheté sur Wealthsimple comme une blague à un moment donné. La différence, c'est la politique monétaire. La politique monétaire de Bitcoin est connue d'avance. On sait qu'il va en avoir 21 millions. Ether, c'est pas pareil. Ça dépend du volume. La politique monétaire change. C'est pas une réserve de valeur. C'est une commodité pour se servir d'une plateforme de contrat intelligent. Une plateforme de contrat intelligent, c'est tout simplement une façon de créer des programmes qui vont faire des transactions selon tel critère. On s'égare. Oui. Toi, t'en as des cryptos dans ton portefeuille de placement? Non, $0. À moins que mon planificateur financier en ait acheté. Faudrait que tu lui demandes, Ghislain. Moi, j'ai des portes. Ouais, David, il y a une petite dent contre l'immobilier, mais c'est pour un autre podcast. Non, j'ai aucune crypto. T'as aucune crypto. Pourquoi? C'est comme un monde à part que j'ai jamais pris le temps d'aller investir, aller lire là-dedans. Et je veux pas lire 5, 10, 15, 20 livres là-dessus pour être capable de le comprendre. Je sais pas, ça m'a jamais attiré là-dedans. Je sais que tu peux acheter des immeubles, ils peuvent diviser des immeubles avec de la crypto-monnaie ou de blockchain, etc., mais je connais rien là-dedans. Je comprends pas nécessairement. Toi, t'as pas à te justifier, Emmanuel, mais as-tu déjà pensé à en acheter? Non, jamais, parce que je veux pas investir dans quelque chose que je comprends pas. Okay. Et vraiment, je mais t'as des actions en bourse? Oui, là? tout à fait. Est-ce que tu les comprends? Non. je veux pas te ridiculiser. Non, mais j'ai l'impression que des fois, on achète du Nvidia. Mon argument ne tient pas, mais c'est vrai que les crypto-monnaies, en fait, c'est plutôt des crypto-actifs. Ils n'ont pas vraiment bonne presse. Là, par le Bitcoin, justement, qui est transigé, si je me trompe pas, par le biais de fonds réglementés. Mais sinon, c'est quand même pas mal le cirque là-dedans. Et puis, il y a beaucoup de fraudes. Il y a des intermédiaires qui sont pas réglementés. Il y a des fraudeurs. De moins en moins, mais effectivement. Il y a 20 000, je pense qu'il y a 20 000 coins actuellement sur le marché. Donc, il y a Donald Trump en a sorti après son élection, sa femme. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu un cirque là qui est. Absolument. Ça part dans toutes les directions et je comprends pas. Donc, je n'essaye pas. Pour la crypto-monnaie, oui, c'est souvent un cirque. Et puis, vous disiez des dizaines de milliers, mais c'est plus des centaines de milliers de jetons. N'importe qui peut en créer. Donc là, je parlais de rareté numérique. Si tout le monde peut en créer, c'est plus vraiment de la rareté numérique, sauf pour Bitcoin, parce que justement, c'est le premier, c'est le plus sérieux, puis il est utilisé par les plus grandes institutions, BlackRock, Fidelity, tout ça, comme réserve de valeur. Il y a des ETF de ça. C'est très sérieux et c'est l'équivalent, en fait, de l'or, mais en numérique. Donc, c'est à ça que ça sort. Je te pose une question parce que tu compares cette monnaie-là que tu nous dis est différente. Tu as écrit le livre, là. Je n'ai pas ton expertise, David, mais tu dis, bon, elle est unique, non? Puis toutes les autres, bon, ils ont des règles qui changent, c'est pas aussi fiable. En même temps, j'ai quand même l'impression que tout ce que tu me racontes sur Bitcoin, c'est pas très difficile à reproduire. Là. Je pourrais te dire, OK, je vais émettre 1 million de coins, Francis Coin, les quantités connues. Tu sais, comme... Ben, c'est l'effet de réseau, Francis, c'est comme TCP/IP, OK? Le protocole TCP/IP pour l'Internet, probablement qu'on pourrait en faire aujourd'hui un protocole meilleur, mais il est tellement utilisé, il y a tellement de couches par-dessus qu'on ne va pas changer de TCP/IP juste parce que Francis, il a eu une bonne idée puis il a rajouté une virgule ici. Non, on va pas... BlackRock, il va pas adopter Bitcoin 2. Là. Je dis, il a adopté Bitcoin, on va pas recommencer. C'est la notion d'effet de réseau. Aussi, on ne connaît pas son créateur. Ça, c'est très bien. Parce qu'imaginez que son créateur, ça soit quelqu'un de pas très sympathique puis qui fait une grosse bourde. Ça pourrait avoir un effet, comme certains CEO parfois, ça pourrait avoir un effet délétère sur la marque. Et donc, on ne sait pas c'est qui. Il a émis du code source open source. Ça appartient à tout le monde. Donc, le fait qu'on ne connaît pas, c'est une
l'immaculée conception, littéralement, le petit côté divin. Oh boy, on est rendu loin. C'est ça. Emmanuel, je ne sais pas si ça te convainc ou si ça te repousse. Justement, je ne connais pas grand-chose aux crypto-monnaies, mais j'avais déjà abordé la question avec un expert, Fabien Major, pour ne pas le nommer. Et je répète ici ces paroles parce que c'est pas mon opinion personnelle, mais ce qu'il m'a dit, c'est que la croissance de la valeur des crypto-monnaies provient essentiellement de la spéculation qui est reliée. Donc, il y a vraiment des occasions de faire des profits, mais il y a aussi un risque inhérent qui est très élevé. Et la variation des valeurs des cryptoactifs est grande. Par exemple, au cours des 15 dernières années, le Bitcoin a perdu 75% de sa valeur à 8 reprises. Donc, des gains importants sont possibles, mais aussi des pertes. Moi, personnellement, je suis très allergique au risque. Alors, non, pas de Bitcoin. D'abord, les gains annualisés là, depuis, je pense, 5 ans, c'est comme quelque chose comme 40% par année là, à l'année passée. Donc, oui, ça varie beaucoup. La volatilité diminue. BlackRock a fait une étude là-dessus. Là, si on ajoute genre 3% ou 5% de Bitcoin dans un portefeuille, ça réduit la volatilité ne change pas beaucoup, mais c'est surtout par rapport à... le point que je veux amener, c'est par rapport à l'argent qui absorbe. Vous dites le prix monte. Tout ce que ça signifie, c'est qu'il y a une part du besoin de réserve de valeur ou de protection contre l'inflation, ça absorbe une part de ces liquidités-là qui existent au lieu que ça aille dans l'immobilier. C'est souvent un argument que j'amène, mais je pense que ça touche Francis, celui-là en particulier. C'est le fait que les gens se servent beaucoup de l'immobilier pour se protéger de l'inflation. Ce que ça fait, c'est que ça met de la liquidité dans l'immobilier, ça fait monter les prix. Quand on investit dans Bitcoin pour se protéger de la dévaluation, donc l'impression monétaire des banques centrales et des banques privées, bien, ça fait pas de mal à personne ou dans les gens qui essayent de se loger. Tout simplement. Donc, c'est comme l'or. Quand on met de la liquidité dans l'or, ça fait pas de mal à personne. C'est la même chose pour Bitcoin. C'est juste que Bitcoin, c'est numérique. C'est plus facile pour la jeunesse de l'échanger. Moi, je possède une pièce d'or chez moi qui vaut peut-être 1000 $, mais c'est tout parce que je saurais pas trop quoi faire avec ça. Mais du Bitcoin, c'est simple. Je sais où l'acheter. Je sais où le mettre pour qu'il soit en sécurité, puis je sais comment le vendre si j'en ai besoin. Voilà. Je termine peut-être avec des considérations très, très pragmatiques, David, mais bon, tu parlais de différentes histoires, là, un peu à la limite frauduleuses, mais bon, passons. Ça reste qu'il y a un usage qui est pour, disons, le marché hors du monde réel, là, tu sais, je sais pas si on peut acheter des ogives nucléaires en Bitcoin, mais... Je pense pas, non, c'est trop traçable. Trop traçable, justement, mais bon, la question que je veux te poser, David, c'est tout le volet, tu sais, fiscalité, là, comme on est au Canada ici, on habite dans ce pays, on a des soins de santé, des routes à payer. C'est quoi, comment ça fonctionne exactement, les cryptos, mais tu sais, Bitcoin particulièrement, t'en achètes, t'en vends, c'est du gain en capital, tu sais, c'est du gain sur de la monnaie. C'est comme du troc, OK? Donc, il faut que tu déclares ton gain en capital. En fait, un truc qui est très intéressant, c'est si, disons que je paye quelqu'un qui fait mon toit en Bitcoin, OK? Puis ça vaut 4000 $, mais il me le fait à 2000 $ parce que c'est mon ami. Puis comme c'est du troc, j'ai pas le choix de déclarer la valeur réelle qui est 4000 $ et pas le montant. Qui va savoir ça? Je te nomme la loi. Et après ça, au niveau de la conformité, maintenant, il faut déclarer qu'on en possède. Il faut déclarer toutes ces transactions où on aliène, donc si on le donne, si on le dépense. Moi, j'en dépense pas beaucoup de Bitcoin parce que, comme Francis dit, il n'y a pas extrêmement d'endroits où on peut acheter des choses. Mais c'est surtout qu'il faut que je note chaque transaction puis je calcule mon gain en capital à chaque fois puis je mette ça dans mon rapport d'impôt. C'est un peu fastidieux. Donc, tant que c'est pas considéré comme une monnaie qu'on peut utiliser, c'est un peu plate à faire. Mais, Francis, les exchanges sont régulés et donc, le gouvernement peut n'importe quand aller dire « Donne-moi le dossier de David Saint-Onge, j'aimerais ça savoir, y a-tu aliéné de la monnaie, l'as-tu vendu? » Aliéné, c'est quand tu le vends puis tu le reconvertis en dollars canadiens, par exemple. Ou tu fais un don. Si tu fais un don, ça, mais quand tu t'en débarrasses. Et donc, si, mettons, tu achètes 100 $ de Bitcoin, puis là, ça double, tant que tu fais rien... T'es correct. C'est comme un CELI, grosso modo. Si tu le vends 200... Ou un REER. Puis là, quand tu le revends, ben là, tu vas payer forcément... Sur le gain en donc, capital. t'es pas imposé sur les gains non réalisés, là, comme ils disent aux États-Unis. Là, c'est vraiment juste au moment de l'aliénation, comme tu appelles ça. Donc, soit tu achètes de quoi, soit tu le donnes, soit que tu le convertis dans un autre crypto-monnaie, par exemple. Donc, c'est fiscalisé. C'est plus... À une époque, c'était comme un peu le Far West. C'était un peu comme à l'abri de tout. Ça fait très longtemps que c'est fiscalisé, mais là, ils viennent de rendre ça un peu plus clair. Puis, oui, tu sais,
si quelqu'un achète du Bitcoin dans une ruelle, passe pas par une plateforme, puis après ça, achète, je sais pas moi, un vélo à un ami, ouais. Mais là, il n'y a pas de façon de tracer ça. Voilà. Ma mère nous écoute religieusement, je la salue. Allô maman. Demain, elle veut acheter des Bitcoins. 1, 2, 3, là. Ouais, il y a ShakePay, il y a Bull Bitcoin qui offre ces services-là. Tu tapes ShakePay dans Google, tu vas arriver à quelque part, une application, tu télécharges ça. Ouais. Tu mets ton numéro de carte de crédit, puis tu achètes du $100 de Bitcoin. $100 de Bitcoin, puis là, elle va avoir des Bitcoins. C'est ça. Puis si elle veut les vendre, elle clique un autre bouton, elle les vend à $200, je dis n'importe quoi, ou à $50. C'est ça. Puis elle n'oublie pas de le mettre dans son rapport d'impôt. Puis comment qu'elle va ramener l'argent dans un compte? Maintenant, là, ces applications-là, par exemple, comme ShakePay, c'est quasiment des néobanques. Là. Tu peux déposer des dollars canadiens. Tu peux ramener des dollars, c'est facile. Tu as une carte que tu peux même... Il y a une carte ShakePay que tu peux faire ton épicerie avec maintenant. Donc, c'est rendu un peu ça va devenir des banques, à mon avis, ce genre d'exchange-là. Très intéressant. Peut-être qu'on a converti ou pas 2 de mes collègues. Moi, pour l'instant, j'en détiens de manière ironique. Je vais vous dire des crypto-monnaies. C'est juste pour faire plaisir à David Saint-Onge. Merci beaucoup d'avoir encore une fois accepté mon invitation, David. Merci. Je sais que je suis supposé de recevoir un prix de la communauté Bitcoin parce que je me fous souvent de leur gueule. Donc, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais on verra bien. J'aime châtier parce que tout ça m'intéresse énormément. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire directement à David Saint-Onge. Il est trouvable, comme on dit, sur l'Internet. Si vous avez des questions pour moi, pour Ghislain, pour Emmanuel, pour Stéphane, pour Pierre-Olivier Zappa, vous pouvez trouver leurs adresses, mais si ça vous chante, vous pouvez m'écrire à moi, francis.gosselin@quebecoismedia.com. Je vais dispatcher les questions. On a commencé à en recevoir d'ailleurs, puis je vous promets qu'on va y répondre. Je me cherche des experts. Je vous ai soumis des questions déjà. Je me cherche des experts pour répondre à vos questions de fiscalité, d'héritage, de patrimoine, de fonds de pension, etc. Je salue toute l'équipe de Cube en studio. Phil Séguin, merci comme d'habitude. Jeff Bérard, Dominique Plamondon, merci pour la salle, évidemment. Toujours un beau local là, dans lequel on s'installe. Puis si ça vous intéresse de vous lancer ou de soutenir le balado, pub@cube.ca. Le balado est disponible en audio sur l'application et le site cube.ca, sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast et sur toutes les autres bonnes plateformes de balado. Si c'est pas là, c'est parce que c'est pas une bonne plateforme, clairement. Dans vos poches est aussi diffusé à la télévision, mesdames et messieurs, le samedi à 7h et le dimanche à 10h. Abonnez-vous, Cube Télé. Merci et à la semaine prochaine.